Donc pour l'instant, j'ai le plaisir de vous présenter Tami Ayouch, et sa biographie, comme celle des autres intervenants, se trouve dans le programme. Donc c'est à vous. Merci beaucoup, Céline. Alors je voudrais commencer par remercier Céline Surprenant, justement, et Antoine Compagnon de m'avoir convié à parler de Merleau-Ponty, et plus précisément de Freud dans les interventions, les cours, les enseignements de Maurice Merleau-Ponty au Collège de France. Et ça s'inscrit, cette perspective s'inscrit un petit peu dans les recherches que je mène depuis un certain temps sur les interactions de la psychanalyse. Et je pense que véritablement une façon de sortir de l'histoire de sa propre arché, de cette espèce de paradoxe qu'est faire l'histoire de sa propre archive, c'est précisément en étant confronté à d'autres discursivités. On l'a vu avec Foucault et la psychanalyse, là, à l'instant. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est avec Merleau-Ponty et la psychanalyse. Alors, plus précisément, en ce qui concerne les enseignements de Merleau-Ponty au Collège de France. Donc, de 1952 à 1961, Maurice Merleau-Ponty occupe la chaire de philosophie au Collège de France et dispense des cours les lundis et jeudis. Ces enseignements présentent une recherche en action, évoluant depuis une phénoménologie de la perception jusqu'à une philosophie de la chair. Aux côtés de nombre de philosophes ou scientifiques, Freud est convoqué pour être intégré aux recherches de Maurice Merleau-Ponty. Mais cela ne va pas toutefois sans une certaine relecture des notions freudiennes, puisque, comme l'écrit Merleau-Ponty dans la préface à l'œuvre et l'esprit de Freud de Angelo Ennar, si la psychanalyse impose l'évidence de ces hypothèses, elle nécessite d'être reformulée dans une meilleure philosophie, dit-il. Quel statut alors reçoivent les analyses des notions freudiennes dans les cours de Merleau-Ponty au Collège de France ? Je crois que cette question articule deux interrogations. D'abord celle de la fonction de ces références, eu égard au concept développé par Merleau-Ponty lors de ses enseignements, et puis ensuite celle de la spécificité de ces analyses au regard de l'occurrence de la psychanalyse dans toute l'œuvre de Maurice Merleau-Ponty. Je vais me pencher ici, dans un premier temps, sur le statut de ces références à Freud, en détaillant quelques aspects de la recherche de Maurice Merleau-Ponty au Collège de France, et puis en comparant les occurrences de Freud dans les cours au Collège de France aux occurrences de Freud dans le reste de l'œuvre de Merleau-Ponty, pour penser dans un deuxième temps, ce sera ma seconde partie, à la fonction de ces références à Freud au Collège de France, et plus particulièrement en lien avec ce que je nomme une phénoménologie de l'affectivité que je prête à Merleau-Ponty. Donc, statut des références à Freud, j'aborderai dans un premier temps l'évolution des travaux de Merleau-Ponty, alors très brièvement bien sûr, puisque le temps qui m'est imparti ne permet pas de rester longtemps là-dessus, pour voir ensuite comment les références à Freud et à la psychanalyse s'inscrivent dans cette évolution. Alors, d'abord le projet, c'est ce qu'on peut voir dans un texte de 1951, écrit par Merleau-Ponty, donc destiné à figurer dans le rapport devant l'Assemblée des professeurs du collège, publié de manière posthume ensuite par Martial Guéroult, où, plus qu'un tournant dans la pensée de Merleau-Ponty, c'est une tournure qui est annoncée, celle d'une théorie de la vérité et de l'intersubjectivité. Je cite ici Merleau-Ponty, nouvelles recherches qui viennent fixer le sens philosophique des premières. Donc, continuité dans ces recherches inaugurées au Collège de France. Merleau-Ponty annonce ici deux ouvrages en préparation, l'un sur l'origine de la vérité, et dont le visible et l'invisible est la seule partie rédigée, et l'autre qui, dit Merleau-Ponty, traite du langage littéraire, et qui n'est autre que La prose du monde, donc publié aussi de manière posthume. Déjà, dans ce texte, sont annoncées les recherches que Merleau-Ponty mène sur deux symbolismes ou deux logoi qu'il développera par la suite. Alors, la psychanalyse ici n'est pas citée, mais ce sera dans une contiguïté avec ses intuitions que Merleau-Ponty développera son examen de ces deux logoi, de ces deux symbolismes. Avant que d'en examiner l'importance, je vais essayer de retracer quelques aspects des recherches que Merleau-Ponty mène dans ses enseignements au Collège de France et qui déplie donc ce programme de 51. Alors bien sûr, parcours très sommaire ici, je vais aller très vite. Dans le premier cours de 52-53, le monde sensible et le monde de l'expression,
Merleau-Ponty souligne la centralité de la perception et reprend l'idée d'une inadéquation de la perception à elle-même, idée bien sûr déjà développée dans la phénoménologie de la perception. La phénoménologie du corps, ici développée, distingue une expression, deux types d'expressions. Une expression née à l'archéologie du monde perçu, écrit Merleau-Ponty, et puis une expression seconde, propre au langage. Le cours du lundi, donc de la même année, étudie alors cette expression seconde du langage. Et cette perspective se poursuit l'année suivante dans le cours Le problème de la parole, qui cherche à étendre la notion saussurienne de la parole pour la faire apparaître comme ce qui modifie la langue, et notamment à travers le travail de parole de l'écrivain. Le cours est immédiatement lié à celui de l'année suivante, dont Merleau-Ponty précise qu'il traitera de l'institution. Alors avant que d'être abordé plus précisément en 54-55, l'institution, cette notion, est esquissée d'abord à travers une réflexion sur l'histoire en 53-54 dans le cours du lundi, contemporain des aventures de la rédaction des Aventures de la dialectique, où Merleau-Ponty effectue une historicisation générale. Toutes les instances opposées à l'histoire sont révélées comme elles-mêmes historiques. L'étude de Weber ou de Lukács confirme l'idée, toute herméneutique ici, que l'historien ou l'historienne est faite de l'étoffe de l'histoire. L'institution est alors abordée en 54-55, donc dans une véritable continuité encore une fois, où il s'agit de trouver une perspective n'érigeant pas le passé contre le présent, l'objectif contre le subjectif, le sujet constituant contre autrui, mais favorisant justement une pensée de l'entre-deux. Et conjointement, la même année, la passivité du sommeil, du rêve, de la mémoire et de l'inconscient est abordée dans le cours du lundi. Merleau-Ponty présente l'inconscient freudien comme symbolisme primordial. Je vais revenir justement sur cette notion-là. En 55-56, dans le cours intitulé « La philosophie dialectique », c'est à nouveau une historicisation de la philosophie qui est mise en place par Merleau-Ponty. Le cours du jeudi de la même année propose alors l'étude de textes de philosophes sur la dialectique. L'année suivante, en 56, est assez fondamentale puisque Merleau-Ponty commence cette année-là son cycle sur la nature, cycle qui durera jusqu'en 60. Il thématise ici un être brut, ce qu'il appelle un être brut, dévoilé par le contact perceptif avec le monde, à partir duquel émerge un premier symbolisme, le symbolisme du corps, et dont l'étude est renvoyée au cours de l'année 59-60. Alors, interruption ici, puisque l'année 58-59 avait été abrégée par autorisation ministérielle, et donc les cours qui sont dispensés cette année-là sont consacrés à d'autres thèmes, notamment la nouvelle ontologie et la métaphysique classique. Donc, 59-60, cours sur la nature, où après avoir, dans le cours du jeudi, après s'être consacré à la traduction du texte husserlien, l'origine de la géométrie, pour penser à nouveau l'historicisation, Merleau-Ponty, donc dans l'autre cours, Nature et Logos, poursuit la recherche d'une ontologie de la nature qu'il inscrit justement dans cette historicisation. Alors vous voyez bien que le terme d'historicisation ne manque pas de revenir de manière insistante ici. Et apparaissent dans ce cours les idées fondamentales d'une corporéité comme être à deux faces, corps sentant et sensible, hein, c'est quelque chose qui est bien sûr repris dans le visible et l'invisible, qui donne lieu justement à la philosophie de la chair, développée de manière contemporaine dans le visible et l'invisible. Et cette esthésiologie, pour reprendre le terme qu'utilise Merleau-Ponty, inclut des notions freudiennes ou kleiniennes, tente de penser l'inconscient comme le sentir lui-même. Alors, que dire maintenant des occurrences de Freud dans ses cours au Collège de France ? À première vue, elles ne sont pas très nombreuses. De Freud, nulle mention dans la leçon inaugurale. Dans les résumés de cours, Freud est brièvement évoqué dans le cours de 53-54, il réapparaît dans le cours de 54-55, et puis il est à nouveau évoqué lors du cours Nature et Logos de 59-60, mais pour être, dit Merleau-Ponty, corrigé par-delà le tribut payé à la psychologie de son temps. Donc référence éparse dans les résumés de cours. Toutefois, dans les notes de cours publiées, c'est-à-dire l'institution, la passivité, 54-55, la nature, donc, qui comporte les cours de 56 à 60, mais aussi la philosophie aujourd'hui, de 58-59, Merleau-Ponty développe bien plus longuement
ses références à Freud et à la psychanalyse. Plus encore, ici, je soutiendrai que ce sont ces références qui permettent au philosophe d'avancer sensiblement sa recherche. Freud n'est certes pas un auteur abordé pour lui-même, comme le sont par exemple Husserl, Heidegger, Bergson, Hegel, Nietzsche, parmi d'autres. Il n'en traverse pas moins, à mon sens, la pensée du philosophe tout au long de sa production, et de manière paradigmatique dans ses cours de 52 à 61. Alors on pourrait comparer cette présence de Freud, par exemple, à celle de Husserl, qui, comme on le sait, est centrale dans la pensée merleau-pontienne. Husserl, lui, est évoqué plus ou moins longuement dans différents cours, mais Merleau-Ponty donc, lui reprend nombre de thèmes, mais c'est pour les développer à sa manière, un peu comme ce qu'il fait avec Freud. En l'occurrence, en ce qui concerne Husserl, conjointement à l'intérêt pour l'intersubjectivité que Merleau-Ponty manifeste dans sa reprise de Husserl, émerge une insatisfaction croissante pour la méthode eidétique. Sont alors accentuées les limites de l'attitude réflexive, l'importance de la doxa originaire et d'une intentionnalité anté-prédicative. Et cette lecture conduit alors la philosophie de Merleau-Ponty par-delà les limites habituelles de la phénoménologie. C'est à mon sens, dans cet espace liminaire que Merleau-Ponty développe sa phénoménologie de l'affectivité, dont je vais parler dans un instant. Et c'est, à mon sens, à ce seuil de la phénoménologie que se situe sa véritable rencontre avec la psychanalyse freudienne essentiellement. Mon hypothèse ici est qu'à mesure que Merleau-Ponty s'éloigne de Husserl, il se rapproche de Freud. Alors, Freud, dans l'œuvre de Merleau-Ponty, pour en dégager la spécificité de la présence de Freud dans les cours au Collège de France, je propose de comparer ces occurrences à la présence de Freud tout au long de l'œuvre de Merleau-Ponty. La psychanalyse, à mon sens, traverse la majeure partie de l'œuvre du philosophe et participe de la formation de sa pensée. Les concepts analytiques semblent, dans un premier temps, peu explorés et relativement imprécis. Dans la structure du comportement, par exemple, Merleau-Ponty se contente d'énoncer, sans les développer, les mécanismes psychologiques décrits par Freud. Dans la phénoménologie de la perception, où un chapitre entier est consacré à Freud, le chapitre sur la sexualité, le refoulement n'est pas pensé en termes psychanalytiques, mais eu égard à l'être au monde. L'analyse se fait un peu plus précise dans Le doute de Cézanne de 1945, un peu moins dans L'homme et l'adversité de 1951. Elle occupe ensuite quelques lignes des textes Le philosophe et la sociologie, 1951, Partout et nulle part, 56. Puis la préface à L'œuvre et l'esprit de Freud, de Hénard, est consacrée à la convergence que Merleau-Ponty voit entre la psychanalyse et la phénoménologie. C'est cette consonance qui sert donc de fondement aux références à la psychanalyse effectuées dans Le visible et l'invisible. La psychanalyse alors, fait l'objet également d'interventions orales, de multiples interventions orales, par exemple, lors d'un entretien suivant sa conférence L'homme et l'adversité en 51, après une conférence de Lacan en 57, lors d'un échange radiophonique avec Charbonnier en 59 ou au colloque de Bonneval en 60. Donc la psychanalyse est très présente. Mais plus fondamentalement, il me semble que l'emprunt de développement proprement psychanalytique est très fréquent dans les enseignements de Maurice Merleau-Ponty, dans les cours en Sorbonne, de 49 à 52, ou plus tard dans les cours au Collège de France. Alors, à quoi tient la spécificité des références à Freud dans ces enseignements? Elles sont, je crois, particulièrement documentées et précises dans les cours en Sorbonne. Nombre de cours portent explicitement sur les textes de Freud. Bien des textes sont nommés ici, sont étudiés, les 3 essais, les 5 psychanalyses, Totem et tabou, la psychologie des foules, le moi et le ça, un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Elles portent également sur des textes de Lacan, de Hélène Deutsch, de Sophie Morgenstern, de Mélanie Klein, de François Rostand, d'Anna Freud, de Glauber ou de Abraham. Et dans les cours au Collège de France, eh bien, l'analyse est encore plus approfondie. Les citations sont précises et explicites. Par exemple, dans le problème de la passivité, où sont étudiés très précisément des passages entiers de l'interprétation des rêves, du délire et des rêves dans la Gradiva,
du fragment d'une analyse d'hystérie, ou du rêve prémonitoire, ou encore de l'oubli du nom Signorelli. En outre, dans le cours de 58-59, la philosophie aujourd'hui, sont très précisément analysés aussi la deuxième topique, les rapports de l'intrapsychique et de l'intersubjectif, mais aussi le transfert. Voilà donc mon hypothèse de lecture. La pensée de Merleau-Ponty est travaillée dès 1945 par une évolution, où le primat de la conscience tend à se dissiper pour disparaître ensuite, dans les années 50 et 60, pour disparaître ce primat de la conscience à la faveur d'une philosophie de la chair. Cette évolution du corps à la chair, Merleau-Ponty la doit, me semble-t-il, à sa fréquentation de plus en plus précise du texte freudien. Je soutiendrai ici que l'approfondissement de la lecture de Freud au Collège de France permet d'établir les linéaments de la philosophie de la chair et de mieux fonder la phénoménologie merleau-pontienne en phénoménologie de l'affectivité. Ma thèse est donc ici double. D'abord, les références à Freud sont beaucoup plus fidèles et circonstanciées dans les cours au Collège de France. Ensuite, ce sont ces références qui permettent à Merleau-Ponty de développer une véritable phénoménologie de l'affectivité incarnée. Merleau-Ponty expose une véritable praxis de cette phénoménologie, précisément à travers l'analyse d'exemples cliniques freudiens. Donc, j'en viens maintenant à la fonction de ces références à Freud. Je disais qu'elle permettait à Merleau-Ponty de développer une phénoménologie de l'affectivité. Qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce que c'est que cette phénoménologie de l'affectivité que je prête ici à Merleau-Ponty ? Eh bien, il me semble que, en introduisant un dialogue constant entre phénoménologie et sciences humaines, en développant une phénoménologie conjointe de la psychologie, là où Husserl les hiérarchisait, en accordant une importance majeure, là où Husserl, les hiérarchisait, en accordant une importance majeure tout au long de son œuvre à la Gestalt, en favorisant l'intentionnalité corporelle et en proposant une phénoménologie de l'enfant qui met en exergue la dimension affective de la perception, Merleau-Ponty fonde, à mon sens, une phénoménologie de l'affectivité, distincte de la phénoménologie de la connaissance husserlienne. Contre l'ego transcendantal constituant, husserlien, il centre sa phénoménologie sur un sujet incarné, chez qui prévaut, plutôt que l'intentionnalité d'acte husserlienne, une intentionnalité opérante. Cette intentionnalité est, je cite ici Merleau-Ponty, celle qui fait l'unité naturelle et antéprédicative du monde et de notre vie, qui paraît dans nos désirs, nos évaluations, notre paysage, plus clairement que dans la connaissance objective. Le corps vécu est le plus clair du temps habité sans qu'une réflexivité ne s'exerce sur sa perception, son mouvement ou son émotion. Son activité intentionnelle a pour modèle, me semble-t-il, le désir. Car le corps est, et je cite ici Merleau-Ponty, ce fond affectif qui jette originairement la conscience hors d'elle-même. Un paysage d'automne, une ville et son déferlement de rues, un jardin d'hiver, une grève battue par les flots, un visage familier ou un geste gracile ont une signification d'abord affective dans la phénoménologie de Merleau-Ponty. Par le retour de la phénoménologie au monde de la vie, auquel enjoint Merleau-Ponty, c'est cette dimension affective que vise la réduction. Ce n'est plus du tout la réduction phénoménologique à la Husserl. Ainsi donc, Merleau-Ponty étend, me semble-t-il, à toute perception la dimension affective qui est propre à la perception d'autrui. C'est une généralisation du modèle intersubjectif de la perception qui permet cette phénoménologie de l'affectivité. J'en viens maintenant à cette dimension de praxis phénoménologique que permettent les cours au Collège de France à travers justement la clinique freudienne. Alors, hormis sa référence aux dimensions cliniques de l'Oedipe et du transfert, l'incarnation de cette phénoménologie de l'affectivité chez Merleau-Ponty est plus clairement établie par le recours très détaillé à des situations cliniques freudiennes. C'est le cas par exemple du cours du jeudi sur la passivité, où sont évoqués le délire dans la Gradiva, l'oubli du nom Signorelli, le savoir inconscient de Dora et le rêve prémonitoire. Je me pencherai ici davantage sur ces deux derniers exemples, Dora, le rêve prémonitoire, très détaillés par Merleau-Ponty. Ces deux exemples, me semble-t-il, conduisent le philosophe à une thématisation de l'inconscient
fort différente de celle de la psychanalyse. Un inconscient conçu comme continuité, envers de la conscience, relié à elle dans un motif d'indivision. Cet inconscient correspond, à mon sens, à l'affect, thématisé par Freud, et plus précisément à ce que j'appelle la quête en figurabilité de l'affect. Alors qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que la quête en figurabilité de l'affect? Dans Pulsion et Destin des pulsions, Freud définit la pulsion comme, je cite, « représentant psychique des excitations issues de l'intérieur du corps et parvenant au psychisme comme une mesure de l'exigence de travail qui est imposée au psychique en conséquence de sa liaison au corporel. » La pulsion apparaît ici comme un trajet de ces excitations somatiques vers le psychique, un mouvement entre la source et le but via l'objet. Elle dispose de deux représentants, le représentant-représentation et l'affect. Et dans cette notion de travail que Freud prête à la pulsion, faisons donc passer du somatique au psychique, se joue la figuration de quelque chose. C'est en tout cas, ici ma lecture. Je placerai ici cette quête en figurabilité de l'affect. Alors, quête en figurabilité parce qu'il ne s'agit pas de représentation. La représentation, somme toute, n'est qu'un prétexte que l'affect rencontre dans sa course, mais bien plutôt de représentance, de figuration, Darstellung, présentation, plutôt que Vorstellung, représentation. La présentation correspondrait ici à un travail de figuration opéré par l'affect quand il passe de l'inconscient à la conscience. Alors, premier exemple de cette phénoménologie de l'affectivité et de cette quête en figurabilité de l'affect que Merleau-Ponty développe. Premier exemple, donc, ou en tout cas que je prête à Merleau-Ponty, premier exemple que Merleau-Ponty commente, c'est Dora et l'inconscient comme sentir. Dora, donc, à qui Freud dévoile son penchant pour son père, comme état amoureux, et qui répond par « je ne savais pas ». Alors, Merleau-Ponty relie ici la note que Freud ajoute en 23 au cas Dora sur l'équivalence entre « je n'y ai pas pensé » et « oui, cela m'était conscient ». Et Merleau-Ponty interprète ce savoir non su comme, je cite, « disponibilité de la perception ». Perception du père comme objet amoureux sans connaissance de l'amour, perception qui n'est ni donation de sens, Singebung, c'est-à-dire ce que Husserl avait développé auparavant, ni imperception totale. Dans cette pensée qui devient clinique grâce à Freud, l'inconscient, perception comme imperception, écrit Merleau-Ponty, est conçu comme sédimentation de la conscience perceptive. L'idée de l'inconscient comme sentir apparaissait déjà en germe dans la phénoménologie de la perception, mais c'est à mon sens toutefois avec la philosophie de la chair que ce sentir est véritablement rapproché de l'inconscient freudien, puisque dans la phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty était encore un moment où il refusait justement le terme d'inconscient freudien. Donc, et notamment à travers, rapprocher davantage de cet inconscient freudien, notamment donc à travers ses réflexions au Collège de France. Ainsi, le cours Nature et Logos de 1960 thématise un inconscient primordial, je cite ici Merleau-Ponty, laisser être, oui initial, indivision du sentir, opposé justement à l'inconscient du refoulement qui, selon Merleau-Ponty, ne serait qu'une formation secondaire. Cet inconscient de la perception est défini comme symbolisme primordial, propre à la conscience onirique. Ce que Freud a apporté de plus intéressant, écrit Merleau-Ponty dans le résumé de cours sur la passivité, est l'idée d'un symbolisme originaire, d'une pensée non conventionnelle, responsable du rêve et plus généralement de l'élaboration de notre vie. Le cours sur la nature de 59-60 détaille ce symbolisme primordial propre au corps humain, sur lequel ensuite, par le truchement du langage, vient s'instituer un symbolisme second. Ce sont ici les deux symbolismes auxquels je faisais allusion au début. C'est donc le fonctionnement propre à ce symbolisme primordial qu'éclairerait, selon Merleau-Ponty, les théorisations de Mélanie Klein, par exemple, qui ancrent l'inconscient dans le corps. La continuité entre symbolisme naturel, primordial, et symbolisme conventionnel, second, qui vient le reprendre dans le langage, est ici, me semble-t-il, continuité entre inconscient et conscience. C'est ici la thèse fondamentale de Merleau-Ponty. Deuxième exemple,
finirai là-dessus, le rêve prémonitoire est la quête en figurabilité de l'affect. C'est le rêve prémonitoire de Madame B, un rêve analysé par Freud dans la Traumdeutung, qui vient révéler cet inconscient comme affect. C'est en tout cas ce que j'y lis, et notamment à travers le motif de l'institution qui reprend une passivité. L'institution, qu'est-ce ? Alors, bon, on pourrait y répondre de manière très très longue. Alors, en 30 secondes, dans les enseignements de 54-55, la notion est polysémique. Hein. Elle s'étend du complexe d'Oedipe à la perspective dans l'histoire de la peinture. Et Merleau-Ponty étudie l'institution d'un sentiment, d'une œuvre, d'un savoir, d'un champ de culture. La dimension principale de l'institution qui est mise en avant, c'est la possibilité de sa réactivation. C'est-à-dire que l'institution d'instituer est aussi instituante. Voilà ce qu'écrit Merleau-Ponty. On entendait donc par institution ces événements d'une expérience qui la dote de dimensions durables, par rapport auxquelles toute une série d'autres expériences auront sens, formeront une suite pensable ou une histoire. Ou encore, les événements qui déposent en moi un sens, non pas à titre de survivance et de résidu, mais comme appel à une suite, exigence d'un avenir. Tout à l'heure, on parlait de la trace. Il me semble qu'il y a une trace de la trace dans cette définition de l'institution. L'institution pointe donc ce que Merleau-Ponty nomme une logique souterraine permettant une situation intérieure entre le passé et l'avenir. La reprise et la réactivation au fondement de l'institution la lient étroitement à la notion de passivité, donc l'objet du cours de la même année de Merleau-Ponty. Passivité thématisée ici à travers les situations du sommeil, du rêve, du passé ou de la mémoire, toutes unies autour du motif de l'inconscient. L'institution vient alors reprendre une dimension de la passivité que Merleau-Ponty nomme inconscient, et cette reprise est à mon sens le lieu implicite de l'affectivité. J'en veux pour illustration donc l'analyse que Merleau-Ponty fait du rêve. Au centre de sa théorie de la passivité, Merleau-Ponty place la notion de symbolisme onirique. C'est la pierre de touche, dit-il, de la passivité, le symbolisme onirique. Alors le symbolisme onirique, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui articule une mise au point, pour reprendre les termes de Merleau-Ponty, une mise au point différente de celle de la veille, une variation de la position de l'appareil sensoriel. Si donc, dans le symbolisme du rêve, quelque chose signifie autre chose, dit Merleau-Ponty, c'est parce que, et là c'est ma lecture, c'est parce que, à mon sens, les affects du rêve ne sont pas reliés à des représentations fixes, comme c'est le cas dans la mise au point lors de la veille. Réciproquement, lorsque le symbolisme fantastique du rêve disparaît dans la conscience vigile, l'affect, lors de la veille, est rattaché à une représentation fixe. Ce qui relie donc sens manifeste et sens latent dans le rêve est un mouvement affectal. Pour ne pas s'être fixé sur une représentation, en la focalisant dans la mise au point de la veille, l'affect produit alors un sens égaré, une vérité indirecte. Cette permanence de l'affect dans le rêve est au centre de la théorisation de Freud, me semble-t-il. Les sources affectives diverses dont proviennent les affects du rêve se retrouvent dans le rêve, dit Freud, dans une surdétermination de certains affects ou dans la répression d'autres. C'est pourquoi, selon Freud, l'affect est le guide le plus sûr dans l'interprétation du rêve, qui viserait à lui restituer, dit Freud, sa force originaire et sa place exacte, c'est-à-dire, en d'autres termes, à le relier à une représentation adéquate. Le symbolisme primaire que Merleau-Ponty voit à l'œuvre dans le rêve correspondrait donc à cette permanence des affects, qui, s'ils sont appauvris, surdéterminés ou réprimés, n'emportent pas moins un mouvement en quête de figuration, pour s'être dissociés de contenus représentatifs qui, eux, ont été refoulés, découpés, recomposés, ce qui n'est pas le cas du destin de l'affect, qui reste entier. C'est ce mouvement que je nomme quête en figurabilité de l'affect. Et l'exemple, le voici. Alors, c'est l'exemple donc d'un rêve analysé par Freud, appelé rêve prémonitoire de Madame B. Madame B, donc, Madame B qui dit avoir rêvé voir le docteur K en face d'un magasin et qu'il y rencontre le lendemain. Donc rêve prémonitoire. Toutefois, elle ne se remémore le rêve qu'après la rencontre.
Alors, 25 ans auparavant, elle avait été mariée à un homme âgé et riche qui mourut ruiné. Le docteur K avait soigné son mari. Tout ceci, c'est la lecture de Freud. Un autre docteur K, lui juriste et non pas médecin, s'occupant des affaires du mari défunt, était alors tombé amoureux d'elle. Donc vous voyez, il y a deux docteurs K, le juriste et le médecin. Elle raconte qu'un jour où elle pensait à ce docteur K juriste, il était arrivé chez elle. Alors coïncidence qui en fait n'a rien de saisissant puisqu'elle passait beaucoup de temps à penser à lui et qu'il venait souvent lui rendre visite. Mais coïncidence qui correspond, selon l'analyse de Freud, au contenu latent de son rêve. Le docteur K médecin, celui que Merleau-Ponty appelle ici K2, sert alors de figure écran au docteur K juriste, K1. Le rêve de Madame B, remémoré lors de la rencontre réelle de K2, est interprété par Freud comme désir masqué d'un rendez-vous avec K1. Alors, pour Merleau-Ponty, ici, lisant ce rêve-là, retracé par Freud, l'onirisme n'est ni travestissement, ni censure, mais contact perceptif qui n'est pas savoir. K2 ne vient pas cacher K1, mais vient le révéler en étant lié à lui, à sa perception, et sa perception dans la rue touche un montage, dit Merleau-Ponty, elle réveille un écho. C'est à mon sens ici un flux affectal qui lie K1 et K2. La rencontre parfaite que Madame B réalise avec K1, le juriste, demeure en elle comme une institution, écrit Merleau-Ponty. Il y a ici, à travers cette institution, la psychisation d'un mouvement affectal, c'est-à-dire une intentionnalisation opérante, faisant que la perception de K2 ne procède pas d'une seconde pensée qui viendrait censurer la vérité, mais s'inscrit dans un montage, se relie à K1 par ce que Merleau-Ponty appelle un schéma corporel centré par le désir autour de K1. L'institution est donc ce qui permet que K1 soit réactivé par K2. Elle est cette transition affectale entre conscience et inconscient. La reprise donc d'une passivité, l'ancienne institution, la relation avec K1, le juriste, par une nouvelle institution, la rencontre de K2, peut donc se traduire, à mon sens, comme quête en figurabilité de l'affect. Et je conclus, que dire donc des occurrences de Freud dans la psychanalyse et de la psychanalyse dans les cours de Merleau-Ponty au Collège de France? Eh bien, on pourrait distinguer ici 3 moments. Dans les premières œuvres de Merleau-Ponty, les références à la psychanalyse sont indirectes, par le truchement de ses commentateurs, allusives, peu précises. Freud, mal connu, est intégré dans le développement d'une philosophie existentielle. Il y a, à mon sens, un deuxième moment qui est un tournant, ce sont les cours en Sorbonne, de 49 à 52, où, au contact des sciences humaines, Merleau-Ponty élargit sa lecture de Freud, à laquelle il joint celle d'autres analystes. Et il n'a guère le choix, puisqu'il enseigne justement la psychologie et la psychanalyse. Et puis, troisième moment, au Collège de France, Merleau-Ponty semble revenir plus clairement à sa propre recherche. Si les cours ne portent pas directement sur les notions freudiennes, celles-ci sont toutefois présentes dans une grande précision d'analyse, mais pour alimenter la pensée du philosophe et sa recherche. Cette réintégration d'un Freud mieux lu et analysé dans la pensée du philosophe se paie toutefois d'une déformation des notions freudiennes, où l'inconscient est conçu dans un principe d'indivision avec la conscience. Il est, dit Merleau-Ponty, l'autre côté, ou l'envers de la conscience. Et c'est ici s'exposer presque nécessairement aux critiques de psychanalystes, comme l'ont fait notamment Green, Pontalis, Lacan ou Castoriadis, qui conçoivent l'inconscient systématique freudien dans une séparation radicale avec la conscience. Alors une manière de répondre à ces lectures est de voir que si cette critique psychanalytique de l'indivision entre inconscient et conscience est parfaitement justifiée en ce qui concerne les représentations de l'inconscient, elle me semble contournable, eu égard à l'affect, au statut à la fois conscient et inconscient. L'affect, c'est une transition entre les systèmes, justement. C'est un passeur du soma à la psyché, puis en retour du psychisme vers le corps, par-delà la division topique, dynamique ou économique entre conscience et inconscient. Inconscient, symbolisme primordial, onirique, écart dans le retournement du visible en voyant, serait alors autant de manières de désigner les modalités de quête en figurabilité de l'affect. Déformé pour être intégré, le Freud que Merleau-Ponty convoque dans les cours au Collège de France est donc au fondement d'une phénoménologie de l'affectivité, hybride, mais féconde, puisqu'elle permet de relire bon nombre d'apories, à mon sens, de la métapsychologie freudienne de l'affect. Je vous remercie.